La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Benoît, comment tu vas ? Écoute, ça va bien, merci Mathieu pour l'invite. Écoute, avec grand plaisir, je suis très content de t'avoir parce que je t'ai longtemps écouté. Et du coup, je t'écoute moi maintenant, on en parlera un petit peu. Mais du coup, je suis content de pouvoir discuter avec toi. Pour commencer le podcast, je vais te poser une question que tu vas, je pense, un peu reconnaître. C'est est-ce que tu pourrais te présenter en 3 phrases pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, en 3 phrases. Benoît, dans le logiciel depuis 25 ans, passionné par mon métier, et entrepreneur. Passionné par ton métier, c'est un truc, je pense, qui te définit bien. Et en plus, c'est une passion que tu as beaucoup transmis, du coup, à travers... moi, je t'ai connu à travers ton podcast Artisan Développeur. Et du coup, si ça te va, j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus, sur l'histoire d'Artisan Développeur, sur comment tu le lances et pourquoi tu le lances, parce que ça fait moi, pour tout te dire, moi, c'est un des premiers podcasts, même pas podcast tech, podcast tout court que j'ai écouté et qui m'a fait aussi prendre l'habitude d'écouter des podcasts, tu vois. Donc pour moi, c'est un peu un monument de mon quotidien, on va dire, en tout cas de mes habitudes aujourd'hui. Donc je suis vraiment très curieux de revenir avec toi sur cette histoire-là. Avec grand plaisir. Et puis de retrouver le micro, c'est vraiment un espèce de retour aux sources qui me touche et qui me fait plaisir. Et je dirais pas que ça me donnerait... Enfin, si, ça me redonnerait presque envie d'en refaire. Écoute, si j'ai réussi à te redonner envie de faire du Artisan Développeur, il y a des gens qui vont être contents, ouais. C'est gentil, merci. La genèse, tu veux la version story-télé ou la vérité ? Fais-moi un mix des deux. On peut faire la version story télé et puis j'aime bien moi la vérité. J'aime bien les dessous de ce qui s'est vraiment passé. En fait, artisan développeur, c'est presque une erreur en fait. C'était pas du tout parti comme ça. C'est-à-dire que je remets un tout petit peu de contexte au moment où je fais artisan développeur. Moi, j'ai ma petite ESN, on est 3 ou 4, je sais plus si Maxime nous avait rejoint ou pas à ce moment-là, il y avait Benoît, Marc, Maxime, bisous à eux s'ils écoutent ça. Et moi, j'avais un problème, c'était que je pipais vraiment rien au marketing, mais je le savais pas en fait. Moi, le vrai problème, ça se manifestait comment ? C'est que je savais pas générer des leads, autre que faire du réseau et puis attendre qu'un jour le téléphone sonne. Et ça, c'était au-delà d'être frustrant pour moi, c'était super anxiogène parce que j'avais les salaires à payer à la fin du mois, quoi. Ouais. Et donc, comme on travaillait beaucoup au projet, de projet en projet, quand le projet se terminait, il fallait en trouver un autre. Enfin bref, il fallait rentrer dans une démarche de vente. Alors, je savais faire la vente à partir du moment où le téléphone sonnait, j'ai plutôt de bons résultats. En gros, un tiers des appels étaient transformés en projet. Mais j'avais un problème pour générer des leads. Et un beau jour, je me rappelle, un très début janvier, je me dis, il faut que je règle ça une bonne fois pour toutes. Il faut que je vais tordre le cou à ce problème. Okay. Dans un espèce d'élan de colère, je crois, un 2 janvier, un truc comme ça. Et je rentre, je me jette à corps perdu dans le marketing, mais vraiment n'importe comment, tu vois, je n'y comprends rien, juste pour me rendre compte à quel point je n'y comprends rien. Vraiment, j'ouvre mes premiers bouquins de marketing, j'ai l'impression de lire du chinois, mais littéralement, et là je me dis, ça doit faire ça aux gens qui lisent du code, en fait, quand c'est pas leur métier. Ils doivent trouver, c'est pour ça qu'ils trouvent qu'on a des pouvoirs surnaturels, mais en fait, c'est juste qu'ils savent pas lire, quoi. Okay. Et au bout de quelques semaines, je me rends compte qu'il va falloir que je me fasse la main sur un truc. Il va falloir que je m'entraîne. Je te rappelle, le but, c'était de créer des leads pour ma boîte, pour mon service de SN. Mais je prends une formation, enfin, je te passe les détails de fil en aiguille, je me dis, il va bien falloir que j'expérimente des choses. Et là, je sors du carton un espèce de truc que j'avais fait sur un espèce d'élan, une impulsion du cœur, okay, qui était d'écrire cette phrase un petit peu, cette espèce de manifeste ou cette espèce de déclaration qui dit
nous, on vend autre chose que des développeurs au kilo. On est passionné par ce qu'on fait, par le côté artistique qu'il peut y avoir, par l'excellence que ça exige. Et j'avais appelé ça artisan développeur. Et puis j'avais mis un logo que j'avais fait avec un pote qui m'avait fait ça. Ça l'avait inspiré. Il y avait un petit côté bolchevique, révolutionnaire dedans. Ça lui avait plu. Il m'avait dit tiens, je te le fais, ça me fait plaisir. J'avais posé ça et j'avais été vachement surpris parce que il y avait eu de la traction directe. Tu vois, là, pour une fois dans ma vie, je sentais un truc, il y avait une traction instantanée. T'avais partagé ce truc-là quelque part, tu l'avais? Ouais, sûr, j'avais fait un tweet et en l'espace de 24 heures, j'avais eu une centaine d'abonnés, tu vois, j'avais fait un 0 à 100 en 3 fois rien de temps, donc ça avait même chatouillé les pontes de l'artisanat logiciel, donc je m'étais dit tiens, il y a un truc, mais j'avais rangé ça dans un carton, tu vois. Et là, j'ai besoin de mettre en application. Et donc, je me dis, tiens, est-ce que ça peut pas me servir de sujet, en fait, tout simplement. Et puis, à ce moment-là, je suis beaucoup influencé par tous les infopreneurs. Je me dis, tiens, j'ai envie de faire un business qui ressemble à ça. À ce moment-là, j'ai aussi une mission où je me rends compte, et là, on rentre dans l'ADN du projet, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un contexte dû au hasard, mais il y a quand même eu des choses derrière. L'ADN du projet, c'est que je suis dans une mission et je vois vraiment la souffrance en entreprise, en fait. Je vois la souffrance due à à mon avis, en partie, au manque de compétences, tout simplement. D'une équipe de dev, du coup? Oui, de plusieurs même. Je suis dans un acteur local, et je me rends compte à quel point la médiocrité technique est corrélée à l'insatisfaction, à la frustration et à la satisfaction de soi. En fait, tu vois, il y a plein de choses qui vont avec, et je vois beaucoup de souffrance dans cette entreprise. Je me dis, mais tout ça pourrait tellement être facilement évité. Ouais. Et de tout ça, là, tout ça arrive à peu près en même temps et se cristallise dans cette idée de dire, tiens, si je faisais un podcast, à ce moment-là, j'en écoutais moi pas mal, notamment des podcasts marketing, notamment d'un influenceur en particulier. Et je m'étais dit, tiens, faisons ça. Et donc, je me lance le challenge de faire mes 3 premiers épisodes. Et en me disant, si j'arrive à en faire 3 avec le plaisir y est, on verra pour continuer. Alors là où je me démarque, c'est que je me dis, j'ai envie d'un truc quotidien. Alors ça, c'est pas forcément très démarquant. Il y avait d'autres infopreneurs qui faisaient ça. Mais un format très court. Un format très court quotidien. 5 minutes, moins de 10 minutes. Au début même, je vise les 5 minutes. Et si tu regardes, les premiers épisodes sont souvent dans cette tranche-là de quelques minutes. Où t'es tout seul. Tout seul. Je me dis le temps d'un café, en fait. L'idée, c'est... L'envie, c'est d'inspirer les gens le temps d'un café de manière quotidienne. Créer ce rendez-vous. Et je démarre. C'est ça la genèse du podcast, en fait. Ok, excellent. Et du coup, la question qui me vient, parce que du coup, tu dis effectivement, il y a tout ça qui cristallise. Parce que du coup, tu pars quand même dans une démarche à la fois de personal branding, mais j'ai pas l'impression que c'est ton objectif. Toi, ton objectif, c'est de transmettre cette envie d'être fier de son métier et de progresser, en fait, dans le métier de dev, tu vois, je dirais, tirer les devs vers le haut, un truc comme ça. Et tu vois, t'aurais pu avoir et du coup, c'est long. Enfin, je veux dire, ce truc-là, pour te ramener des clients, c'est quand même pas le plus évident, parce que souvent, le plus évident, c'est quand même faire ce qu'on appelle de la chasse, en fait. Tu fais comment ça s'appelle, de l'outbound. C'est toi, tu vas chercher des clients, tu vas les démarcher sur LinkedIn, tu leur envoies des messages. Là, ce que ça veut dire, c'est que toi, tu vas attirer à toi plutôt des développeurs, en fait. Et du coup, comment ce truc-là te rapporte en fait vraiment des missions? Comment ce truc-là t'aide à faire fonctionner ton ESN? Parce que ça à ce moment-là, l'idée, c'était pas d'aller jusque-là, c'était vraiment juste de mettre en application, en fait. Et en fait, ce qui m'a fait tilter, c'est que un des premiers posts LinkedIn que je fais à ce moment-là a beaucoup d'écho. Ok. Et je regarde, tu sais, dans LinkedIn, tu as les stats et tu vois un peu les populations cibles. Et d'un coup, j'ai cette espèce de claque que l'écho est lié, mais pas là où j'imaginais. J'imaginais adresser plutôt les founders. Et en fait, c'est des développeurs qui réagissent. Et là, je me dis, ah, et si finalement je m'adressais à eux? Parce que finalement, l'idée, c'était surtout d'expérimenter, de faire des choses, faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose c'est une idée. Si je peux la transmettre et un des trucs que j'ai envie de faire passer aujourd'hui comme message, c'est ça. Alors attends, je prends juste 2 secondes. C'est fais quelque chose. Just do it, quoi. Fais un truc et tu verras, ça va t'amener des choses, ça va t'amener probablement des endroits où tu n'as pas du tout imaginé aller.
Et le principe à ce moment-là, c'est ça. C'était juste, je vais essayer ce truc-là, je vais me former, je vais avancer. Je suis quand même beaucoup influencé par les infopreneurs, donc il y a une petite idée qui traîne qui est, est-ce que je peux en faire un business de ce truc-là? Et alors, le point que tu évoques, c'est complètement ça. C'est l'envie d'être complètement dans une démarche d'inbound plutôt que d'outbound. Ouais. Parce que l'outbound demande plein de choses que des compétences, une assiduité, une rigueur, Ouais. une cible, toutes ces choses-là que j'avais pas forcément à ce moment-là. Et je pars dans ce kiff-là. Et ça démarre plutôt bien. Ok. Assez vite, enfin, quand tu dis ça démarre plutôt bien, c'est quoi Ah les bah assez signes? vite, j'ai quelques centaines d'écoutes par épisode en fait. Ok. Ce qui est pas mal du tout en fait. Et tu sais comment les gens viennent sur ton podcast? Comment ils découvrent Artisan Développeur? Alors à ce moment-là, LinkedIn est assez généreux encore. Ok. Moi, vraiment là pour le coup, pour une fois dans ma vie, je suis dans le bon timing. Hein. C'est-à-dire que LinkedIn est assez généreux en termes de podcasts techniques. Tous les podcasts sont clivés sur les technos. Et moi, j'ai envie de faire quelque chose qui soit trans-technologique, qui dépasse ça, qui parle du métier plus que d'une techno. Et ça, à ma connaissance, à ce moment-là, il y avait personne qui faisait ça. Et je me lance là-dessus. Et alors, je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Et c'est quelque chose que je cherche toujours à comprendre. J'ai des bouts de réponse, mais ça marche, ça plaît. Je pense le marché est porteur au sens où il y a une place à prendre et le podcast est en train de décoller dans les usages. Il y a des choses, je pense que je parle avec une certaine passion et je véhicule Oui. quelque chose qui plaît. Alors il y a des trucs qui sont totalement unfair. Il paraît que ma voix plaît, voilà, et qu'elle passe très bien. C'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Je suis né avec et j'y peux rien, j'ai rien fait pour. Alors depuis, je l'ai un peu travaillé, T'as travaillé mais quand même la façon de poser ta voix, tout ça, oui, c'est... Ouais, un, ok. un petit peu, mais en solo, Oui, tu oui. vois. Ouais. Rien que de passer d'un, je sais pas, est-ce que là est-ce que tu entends ta voix là pendant que tu parles? Non, pas en écho. Je m'entends moi-même, tu vois, mais c'est tout. Oui, oui, Pas c'est ça. Mais en... Oui. tu as pas le son dans ton Non, casque de ta non, propre voix. non. Mais rien que ce passage-là, ça change beaucoup de choses. Tu mets ta voix Ah en là, je son. m'entends. Ok, Et je sais pas que je sais plus. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment installer ça. C'est que d'accord. parce que regarde, selon comment je parle, tu vois, c'est pas tout à fait le même son. Ok. Selon l'angle, je vais pouvoir jouer avec les respirations si je baisse un petit peu la voix comme ça, tu vois. Enfin, bref, on peut jouer comme ça et s'amuser. On m'a conseillé de Ouais. faire de la SMR. J'y réfléchis pendant quelques temps, mais Ouais, la SMR, c'est les fameux sons qui détendent les gens, en fait, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Excellent. Non, mais c'est vrai que tu as une voix et une façon et une diction aussi, je pense, qui est déjà hyper claire, il y a effectivement un truc hyper apaisant, donc c'est très agréable d'écouter Artisan Développeur. Et après, je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a effectivement ce que tu dis sur le côté de te démarquer. En fait, tu parles t'as compris le truc de parler de techniques intemporelles, en fait. Parce que quand on parle de techno, déjà, je trouve que c'est difficile à l'oral, des fois, de rendre un peu sympa des technos. Tu vois, souvent, les technos, si t'as pas devant l'ordi en train de faire des choses avec, bon, c'est pas forcément évident. Et tu parles de choses vraiment intemporelles. Tu parles, enfin, tu vois, des grands principes, de l'agilité, du TDD, de ce genre de choses. Et avec il y a une profondeur d'analyse en fait dans ton podcast. Tu vois, il y a aussi les années d'expérience que tu as derrière toi qui font que on sent quand on écoute, on sent tout ça. Tu vois, on sent le vécu, on sent. Donc moi j'ai ce souvenir là de tu sors toujours avec des apprentissages d'un épisode d'Artisan Développeur. Tu vois. Donc je comprends qu'il est plus. Est-ce que tu penses que le nom a joué aussi? peut-être. Je sais Ouais. pas te dire. Après, sur les drivers, c'est plus pour moi, ça a été plus les réseaux sociaux et après les gens qui s'abonnaient. Je crois pas au moteur de recherche pour faire découvrir des podcasts, mais peut-être que je me Non, j'y trompe. crois pas trop, mais moi, je t'ai trouvé sur la recherche, je sais plus, Apple Podcast ou Spotify, je m'en rappelle très bien, tu vois, je cherchais un truc de développeur. Ah, mais peut-être. Et tu Peut-être vois, que j'ai eu donc... de la chance et que... Ah ouais, j'ai pas réfléchi à ça. Je sais que j'ai eu fait quelques tops chez Apple. Et Ok, parfois, le podcast remontait dans les top catégories de je sais plus quelle catégorie. ok. Donc, il y a eu des vagues comme ça dans son pic, on était à plusieurs dizaines de milliers d'écoutes par mois, tu vois, au temps fort Ah au ouais, temps fort ok, du podcast. ok. J'avais même eu un témoignage de quelqu'un, alors je sais plus si c'est d'Ocha ou de quelqu'un du métier qui m'avait dit, ah ouais, mais même pour un podcast généraliste, Ok, c'est des bonnes perfs, en fait. ok.
Oui, Ouais, donc Ocha, c'est les plateformes de podcast. Donc, quand une plateforme de podcast te dit ça, ouais. Quoi, il y a plus d'1 million d'écoutes, tu vois, sur le podcast aujourd'hui. Ouais. Ah oui, c'est énorme. 1 million Ouais, non, deux. mais je me rends pas compte à quel point c'est... T'as combien d'épisodes au total de Artisan Développeur? Un truc comme 300, je crois. Quand même. Sur combien d'années? 5 ans, j'ai édité le truc. Alors, avec des rythmes différents, tu vois. Ok. Et 5 ans. Ouais, excellent. Et je voulais rebondir effectivement sur le... Pardon, tu disais un truc hyper intéressant tout à l'heure, ce côté faites des choses. Et quelqu'un avait déjà passé le message sur Tranche de Tech, de dire faites des choses en fait et vous verrez où ça vous mène. En fait, c'est pas la peine des fois de s'acharner sur un objectif. Le simple fait de faire des choses et faire des choses que t'aimes aussi, je pense que c'est important. Tu vas trouver des gens aussi, tu vas parler à des gens. Ça va créer des opportunités, ça va créer des idées, ça va... Ouais, c'est ça. Et puis tu aussi, t'as ce côté, tu vois, je pense que du coup, tu t'entoures aussi de gens qui partagent tes valeurs. Moi, c'est un truc que je trouve sympa aussi, tu vois. C'est vrai que tu transmets un peu tes valeurs. Tu as des gens qui sont pas d'accord et tu en discutes et c'est intéressant, mais tu t'entoures aussi de gens qui partagent ça. Et je pense que voilà, pour travailler, des fois, c'est quand même un aspect intéressant. Je sais pas si tu l'as remarqué toi finalement dans les leads que tu as eu, les missions que tu as eu après. J'ai le sentiment que du coup, tu t'es aussi, tu vois, des fois quand tu es freelance, tu te trouves dans des missions en fait. Tu prends la mission parce que c'est celle que tu as eue et en fait elle est pas, ça se passe pas comme tu veux, l'endroit il te plaît pas, l'environnement est pas adapté. Est-ce que toi t'as remarqué que du coup t'avais des missions de meilleure qualité, enfin par rapport à ce que toi tu cherchais? Pas vraiment, je dirais pas que les gens... Après, ça a forcément eu un effet positif. Mais rappelle-toi que mes clients, ce sont plutôt des CEO-like, donc Oui, ok. pas forcément des auditeurs du podcast. Par contre, c'était clairement un facteur de réassurance. Ok. Les gens, ça jouait en ma faveur. Le fait d'être assez visible sur LinkedIn, le fait quand ils me posaient des questions sur comment vous bossez, je dis ben écoutez, il y a 100 épisodes, allez piocher dedans, c'est illimité. J'ai des clients qui m'ont dit ok, je t'ai écouté pendant 20 heures dans le train. J'ai envie qu'on bosse ensemble. Bah, la vente, elle est faite, en fait, tu vois. La seule question, c'est comment, mais tu as ce truc assez fantastique quand tu fais du contenu comme ça, de la outbound, c'est que évidemment, si tu as un peu de reach et que ça plaît, hein, évidemment, mais ça crée de la confiance. Ouais. Et tu peux difficilement mentir sur des heures et des heures comme ça. Tu vois, enfin, ça me paraît difficile de jouer la comédie. Enfin, remarque, il y en a peut-être qui arrivent. Non, mais les gens te connaissent ou en tout cas ont l'impression de te connaître. C'est ça. Et ce qui est très asymétrique comme relation. Oui. Et ça donne un truc étrange. Oui. Mais les gens, c'est pas qu'ils ont une impression. Enfin, ils te connaissent. En tout cas, ils connaissent une facette. Oui. Ils connaissent une facette de ta personnalité. Moi, certains podcasteurs que j'ai écouté vraiment des dizaines d'heures, à la fin, l'inflexion de leur voix, je commençais à savoir dans quels états émotionnels ils étaient, en tout cas par rapport à ce qui, tu vois. Donc, je sentais quand il était gêné, quand il était enthousiaste, Ouais, parce que effectivement, non, mais je pense que tu peux. Et je reviens sur ce truc que tu me dis, la relation est asymétrique, parce que je trouve ça assez marrant, mais j'ai constaté aussi. Est-ce que tu as déjà eu ce moment un peu de gêne où tu as quelqu'un qui te parle et tu sais pas qui c'est, et en fait, lui, il te parle comme s'il était un peu ton pote et il te connaît, tu vois, où c'est à la fois, enfin, moi, je trouve ça à la fois sympa, mais d'un autre côté, t'es un peu, en fait, je sais pas à qui j'ai affaire du tout, tu vois, c'est drôle, ouais. Enfin, c'est drôle. Ouais, c'est amusant mais ça fait partie du jeu et après les gens comprennent. J'ai l'impression quand même le comprennent assez vite. Ouais, ok, et trop chouette. Et donc artisan développeur, justement, tu m'as dit donc tu faisais passer le message, on sait pas où ça va, mais ça va. On va apprendre des trucs, notamment ce qui est cool dans le fait de faire des choses, c'est que sur le chemin, t'apprends plein de trucs. Qu'est-ce que t'as appris et puis qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Tu me dis ça t'a amené pas du tout à l'endroit où tu t'attendais. Ah bah carrément pas. J'ai fait en fait avec artisan développeur, j'ai pu tester l'idée d'avoir mes premiers clients et ça on pourra en parler de ce moment des premiers clients parce que c'est quand même un moment très particulier. Mais tu vois aujourd'hui si je vais à la conclusion de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, après on pourra parler de tout le chemin. Aujourd'hui, l'héritage d'artisan développeur, c'est plutôt le cercle. Et le cercle, c'est quoi? C'est un parcours pour les freelance tech pour devenir vraiment autonome. Aujourd'hui, les freelance tech, on fait le constat que se lancer en freelance, c'est assez facile. Il y avait pas mal de demandes, il y avait peu de barrières à l'entrée. Mais en fait,
quand on se retrouve dans une situation un petit peu comme aujourd'hui, où le marché est un peu plus tendu, où il faut en fait vraiment développer des skills différents que ce technique, bah, ça devient difficile d'être réellement indépendant et pas être tributaire d'une ESN ou d'un intermédiaire ou tout simplement de trouver une mission. Et donc avec le parcours du cercle, ce qu'on propose, c'est ça, c'est tout un accompagnement basé sur des formateurs qu'on fait venir, des externes, des experts pointus dans leur domaine et du coaching. Donc ça va plus. Donc le cercle, c'est plus large que de la tech. C'est ça que tu dis? Non, on s'adresse aux freelance tech. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu les formes sur autre chose que de la tech. Est-ce que tu les formes un peu sur de la zéro tech? tech. Ah, zéro tech, ok. C'est Zéro vraiment tech. l'aventure du freelance dans la tech. Donc tu vois, on passe d'un podcast qui est quand même très très tech Ouais, c'est marrant. à quelque chose aujourd'hui, un projet qui n'a plus tech et qui s'adresse à un profil tech. La nuance était intéressante. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah, il s'est passé plein de choses. J'ai notamment construit une liste de gens, une audience, une liste email de gens qui me faisaient confiance. J'ai commencé à vendre un petit peu des produits d'infoprenariat, c'est-à-dire concrètement des formations en ligne. Okay. C'était la grande époque des formations en ligne. Ouais. Et un jour, ça on peut parler de la genèse du cercle. Un jour, je me dis, tiens, je trouve que il n'y a pas grand-chose qui existe pour les freelances qui soit comparable à des parcours que j'avais vécu moi, soit en tant qu'entrepreneur, parce que la dimension entrepreneuriale, si tu regardes bien, elle y est depuis quand même assez longtemps dans le podcast, elle est quand même présente, oui. En filigrane, mais elle y est. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me dis, il n'y a rien qui existe qui ressemble à ce que j'ai vécu moi, que ce soit chez Germe ou au CJD, qui sont deux associations de formation, Germe pour les managers et le CJD pour les jeunes dirigeants, enfin les dirigeants locaux. Et j'ai envie, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai envie de proposer quelque chose qui ressemble à ça, proposer quelque chose qui soit sur du temps long, pas des cours en ligne simples en offline, pas des trucs de quelques semaines, vraiment un truc sur un an, un truc sur du temps long. Et je m'étais dit, j'ai envie de créer le cercle de freelance que j'aurais aimé avoir en fait. Un peu sur un esprit d'un peu de mastermind avec des gens qu'on fait venir, qui vont nous former, qui vont nous inspirer. Et à ce moment-là, je prends 2 heures pour copyrighter un message. Et j'envoie à ma liste. Qui doit faire quelque chose, je sais plus le chiffre exact en tête, mais 2000 personnes à peu près. Ce qui est pas beaucoup en fait, ce qui est une petite liste. Oui, comparé au reach de Complètement. développeurs. Ouais. Quand tu regardes Artisan Développeur, le podcast a dû toucher, j'estime, entre 20% des devs en France. Ok, énorme. Ce qui est, ce qui est beaucoup en fait. 1,2 million d'écoutes. Un auditeur écoute en moyenne 3 épisodes. Ok. J'estime qu'il y a à peu près 1 million de tech dev français. Ok. Donc ça fait à la louche un tiers. Donc c'est quelques centaines de milliers de personnes, 100, 200, 300, je sais pas. Mais enfin voilà. Et donc j'ai une liste qui est toute petite de gens qui sont assez fans et qui m'ont confié leur email. Soit dit en passant, c'est un truc sur lequel j'avais clairement des progrès à faire, mais voilà. Et j'envoie mon email et là j'ai 8 personnes qui me disent OK, ton truc ça m'intéresse. Okay. Je suis joueur. Je rentre dans le truc. Et là je fais une première année avec eux. Je me dis tiens, c'est intéressant. À la fin de la première année, ils ont tous envie de rempiler. Okay. Je me dis tiens, c'est intéressant. Et là, à ce moment-là, j'ai le déclic de me dire, mais est-ce qu'on pourrait en faire un business? Okay. Ce que j'essaye de te montrer, c'est comment, de manière très empirique, je suis parti d'une idée un peu folle sur un email et qui a donné quelque chose qui, aujourd'hui, est quelque chose dans lequel je mets de l'énergie, qu'on porte avec Pierre, et qui a pris le relais d'artisan développeur qui, lui, en termes de recettes, c'est pas mal que c'est la gueule, je pense qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont. L'infoprenariat a beaucoup changé. Les gens demandent plus de participatif, plus de live. Et là, je me suis retrouvé confronté à la segmentation par technologie. C'est-à-dire que là où le parcours artisan-développeur se voulait agnostique de la technologie, si je voulais pouvoir faire des choses vivantes, je me retrouvais un peu coincé là-dedans, en plus avec des stacks qui n'étaient pas forcément les miennes. Et du coup, j'ai été un peu coincé, moi, pour faire suivre l'évolution du marché. À ce moment-là, j'ai eu des trucs perso à régler qui m'ont pris pas mal d'énergie. Il a fallu faire des choix dans ce que je coupais. Je voyais bien que donc le produit phare, c'était le cursus, perdait de l'attraction. Donc à un moment donné, j'ai tout simplement arrêté ça. Mais je suis pas reparti, tu vois, je suis pas reparti les mains vides quelque part parce qu'en fait, c'est là que j'ai réalisé que la notoriété que j'avais bâtie,
bah elle était toujours là. Et puis Bien surtout, sûr. au-delà de la notoriété, la confiance des gens vis-à-vis de ma personne, elle était toujours là. Et donc de cette idée qui était à la base une idée d'expérimentation que j'ai nourrie pendant des années avec vraiment beaucoup d'efforts parce que animer un podcast de manière régulière, Ouais. c'est une vraie gageure, c'est un vrai effort. Parfois, il y a des trucs comme ça qui se passent où tu sais pas, jamais j'aurais pu prédire ça, tu vois. Non. Jamais j'aurais pu imaginer en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Surtout que Pierre, qui est la personne avec qui je porte ça aujourd'hui, c'est intéressant de savoir, je l'ai rencontré parce qu'à un moment donné, je l'ai vu sur le podcast de quelqu'un d'autre, je me suis dit, ce gars-là, il me plaît, j'aime sa manière de penser, j'ai envie de l'inviter. De fil en aiguille, le temps off, après le podcast, il a pris limite plus de temps que le temps de podcast en lui-même. De fil en aiguille, c'est devenu le premier formateur du cercle, Ok. puis le premier animateur d'un cercle, Ouais. et puis aujourd'hui, on porte le cercle ensemble. Donc tu vois, c'est tous ces trucs-là qui se passent. Tu sais pas que ça va arriver. Et si un jour, je m'étais pas dit, tiens, je kiffe le podcast, je vais faire 3 épisodes pour voir si ça me plaît, ça serait jamais arrivé en fait. Non, c'est clair. Non, mais je te rejoins vachement là-dessus. Puis c'est vrai que c'est un truc avec les podcasts, en plus avec le format interview, mais de manière générale avec le personal branding, mais aussi les interviews, c'est vrai que tu rencontres des gens en fait. Ce moment, tu vois, que là qu'on passe tous les deux en fait, bah, tu vois, c'est un vrai moment. On aura échangé, on aura discuté, et voilà, on va le garder, on va le partager à d'autres gens, mais on va aussi le garder tous les deux. Et donc ces choses-là, moi, je vois aussi tous les gens que j'ai rencontrés depuis que je fais le podcast. Bah, c'est chouette en fait, ça fait du réseau, ça fait plein de gens avec qui tu partages plein de trucs intéressants, tu t'enrichis vachement de ça. Donc le podcast qui est aussi un format de partage où tu essayes d'enrichir les autres, t'enrichis énormément toi en tant que personne qui anime le podcast aussi. Donc c'est ça qui, tu sors de là meilleur. Je sais pas dans quel sens ce terme-là a du sens, mais tu vois, tu sors meilleur de tout ça. Donc et ça se voit à un moment. Donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus, quoi. Et bah écoute, cool. Si je devais résumer un peu, moi je suis un grand fan d'Orelsan, donc je dirais, je sais pas si tu connais quand il dit ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'aime bien cette phrase. Je voulais du coup sur artisan développeur, je voulais que tu me dises est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant, si tu dois en retenir un là dans cette période? Alors moi, il y a quand tu me dis comme ça, il y a 2 moments, 2 temps très forts. Peut-être la première fois où je mets un truc à la vente, et puis la série développeur en 2039. Je pense que c'est Ok. 2 moments forts, même s'il y a, et puis on pourra aussi parler des témoignages et des retours que j'ai eus, si tu veux. Ouais, carrément. Ouais, ça m'intéresse. Bah vas-y, allons-y sur ces 3 sujets là. sur Dans quel ta ordre? première vente. Bah commençons par ta première vente. Alors mon premier sou, ça fait très Picsou pour ceux qui ont la rêve. Mon premier sou, je l'ai fait, en fait, au bout de quelques semaines, je sens que ça me plaît, j'ai l'impression qu'il y a un peu de traction, je capte un peu une centaine d'emails. Et là, je me dis, bon, si je veux durer dans le temps, il faut de l'énergie, parce que la motivation, c'est bien, Ouais. le plaisir, c'est bien, c'est des choses importantes. Par contre, ça tient pas forcément dans la durée, en fait. Ou en tout cas, il y a l'usure qui peut venir, et il faut que ce soit surtout, il y a une nécessité pour moi, c'était que ce soit sustainable d'un point de vue matériel, c'est-à-dire que tout le temps que j'y passe, qu'il y ait une perspective à un moment de pouvoir durer dans le temps. Sinon, je sentais que j'allais faire comme plein de podcasts qui ont émergé et puis qui, au bout de quelques épisodes, se sont essoufflés, quoi. Il y avait et d'ailleurs, quelque part, j'ai envie de te dire, ma théorie s'est avérée assez vraie, puisqu'à partir du moment où il y avait plus forcément les revenus qui allaient en face, ça devenait difficile de le prioriser parmi toutes les choses qui étaient à faire, en fait. Il aurait fallu que je trouve un nouveau modèle et je l'avais pas trouvé. Et donc, j'ai voulu tester assez vite, au bout de quelques mois, l'hypothèse de monétisation. Et là, je sors une première formation plutôt, c'est très amusant. Est-ce que tu es fait pour du freelancing? Est-ce que c'est fait pour toi, le freelancing? Donc, tu vois, quelque part, dès le premier Ok. produit, il y avait quand même cette idée-là qui traînait quelque part. Et c'est un produit purement audio, de réflexion guidée pendant plus d'1 heure. Je crois que je sors le premier truc à 27 €, un truc comme ça. Ok. Et là, alors je sais pas si tu as lu des trucs sur le marketing ou écouté ces gourous du marketing qui te promettent ce moment absolument incroyable quand tu cliques sur envoyer la première fois ta liste Ouais. email pour vendre un truc et que l'argent se met à couler à flot. Eh ben non.
Eh ben non, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Il y a bien ce moment où j'envoie, je clique sur le bouton, mais il ne se passe rien pendant 48 heures. Ouais. Et là, mais c'est les 48 heures, je vais pas dire les pires de ma vie, mais de ma vie professionnelle peut-être. Hein. Ouais, si, c'est dur. Non, mais c'est dur parce que tu te mets un peu quelque part à nu en disant Ah, mais voilà ce tu que te j'ai fous carrément à poil. Ouais, tu te dis voilà ce que j'ai à donner au monde. Ouais. Et là, tout le monde te dit non, mais je vais pas payer pour ça. Et donc, je comprends à quel point ça peut être horrible. Quoi. Et là, je passe par tout l'arc-en-ciel d'émotions que tu peux imaginer, de l'euphorie au moment où j'envoie, au désespoir total 24 heures plus tard, à me demander mais qu'est-ce que tu vas faire, mais est-ce que tu... alors après, j'en étais à négocier avec moi-même. Combien il te faut de gens pour que tu fasses vraiment le truc jusqu'au bout? Ouais. Parce que là, je lançais le truc sans avoir produit la formation, tu vois. Donc, Ouais, il fallait que je me motive. Soit je remboursais les gens si j'en avais qu'un ou deux. Oui, mais peut-être que un ou deux, c'est pas plus mal. Enfin, tu vois, je commençais à rentrer en négociation avec moi-même. Je me sentais, mais au 36e sous-sol de l'échelle humaine, quoi. Tu vois, en termes de, ok, en fait, personne veut de ce que j'ai amené. Tu t'es complètement foiré. T'es qu'une grosse merde. Donc, je vois très bien. Non, mais je comprends très bien. en fait, là, dans ces cas-là, c'est tellement facile de s'associer, surtout quand tu te mets en avant. Le produit, c'est un peu toi. Tu te dis pas, enfin, je me disais pas, non, mais c'est peut-être que j'ai tout simplement pas su capter les besoins du marché. Non, je me disais, je suis une merde. Tu vois. Non, mais je vois très bien. Tu vois, on associe beaucoup ce qu'on fait à ce qu'on est. Hein, Exactement. souvent. Et c'est pas complètement faux du reste. Non. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'en prends plein les dents. Et alors, je te dis pas, quand je fais mes premières ventes au bout de 48 heures, mais je repars, mais dans la direction opposée. Je suis enfin, je suis au top, quoi. Tu vois, au Ouais. firmament, je vais me brûler les ailes avec le soleil. Enfin, je suis au taquet. Et donc, au final, je crois que je fais 5 ou 6 ventes sur la semaine. Je fais ma première campagne, mes premiers trucs. C'était ce qui doit représenter. Je suis même pas sûr que ça fasse. Je crois que ça fait 127 euros, je crois en tout. Enfin, je sais plus Okay. combien exactement, mais un truc comme ça, ouais. tu vois. Ça paye même pas le café que j'ai consommé dans le temps de faire les podcasts, tu vois. Mais tu ne peux pas imaginer le plaisir que j'ai à ce moment-là. Pour la première fois de ma vie, il y a des gens qui me donnent de l'argent et je ne les connais pas. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est un game changer pour moi. C'est complètement ouf. Ça me met le cerveau en vrac parce que jusque-là, moi, je suis plutôt dans le B2B, habitué à des cycles longs, lourds, très chers, en centaines de milliers d'euros, voire en millions. Enfin, des trucs très, tu vois, complexes, lourds, quoi. Et là, je découvre un process de vente super léger, quoi. Les gens, ils prennent, ils aiment pas. Ici, ils aiment, ils prennent. Et alors, ce qui est ouf, c'est que, d'ailleurs, du coup, je fais la formation. J'ai eu des super retours des gens qui l'ont fait et qui l'ont fait vraiment à tenir un cahier. Ils m'ont envoyé des screens de leur cahier. Enfin, trop bien. il y en a, ça a été un. Enfin voilà, la promesse, elle a été largement tenue. C'était génial, tu vois. J'avais contribué à la vie de ces gens-là, c'était top. Ouais. Mais surtout, j'avais trouvé un moyen de vendre autrement. Et ça a changé ma vie. Le début aussi, c'est ce que tu cherchais aussi, un petit peu cette indépendance et ce côté, j'ai cherché à faire du marketing, à faire de la vente, et je pense qu'effectivement y arriver. Puis effectivement, tu disais B2B versus B2C, il y a une différence de vendre à une entreprise qui reste une entreprise, de vendre à un autre être humain, je pense, tu vois. Il y a un truc beaucoup plus, je sais pas comment le qualifier, je sais pas si toi t'arrives à le qualifier ce truc-là, mais Ah bah plus simple, plus direct. ouais, mais est-ce qu'il y a pas un truc aussi plus tu vois, quand tu vends une entreprise, moi je vais te dire un truc un peu bizarre, mais tu vends une entreprise, t'as l'impression que bon, t'as quelqu'un qui utilise l'argent de l'entreprise, tu vois, et tu te dis bah si, il est important, mais il est pas aussi important que une personne qui te donne son propre argent. J'ai cette impression-là. Je sais pas, parce que en fait, on vend pas à une entreprise. On vend à quelqu'un. En fait, celui qui nous donne la décision d'achat, ça reste une personne. Donc les leviers de confiance et un titre personnel restent valides. Ouais. Maintenant, effectivement, moi, vraiment, la seule différence que je vois essentiellement, c'est que alors, tu as raison, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Il y en a pour qui ça va être plus simple à dépenser. C'est Il y ça. en a pour qui ils vont se faire taper sur les doigts, donc c'est peut-être plus compliqué. Moi, ce que je vois surtout, c'est que les process sont plus simples. Si tu vends une entreprise, il faut déjà trouver une carte bleue, pas toutes les boîtes en ont. Il faut vendre par facture, machin. C'est pas forcément un process de décision que tu peux prendre sur une impulsion. Les infopreneurs jouent quand même pas mal sur ça, sur le côté impulsion de l'achat en fait. D'ailleurs, un tiers des gens qui vont m'acheter le cursus ne vont jamais l'étudier, tu vois. C'est vrai. Donc il y a ce côté impulsion. Quand tu vends à quelqu'un qui a sa carte bleue, qui peut sortir sa carte bleue et la mettre,
Ben voilà, c'est Mmh. est-ce que tu tapes juste est-ce que tu tapes juste oui, non, si oui, on peut acheter dans les 5 minutes. Ouais, c'est ça. OK. Alors après, je connaîtrais ces vagues mais plus tard, ces vagues où tu ouvres et là d'un coup il y a de l'argent qui tombe, ça se OK. tasse un peu, et puis après vers la fin de la période de vente, il y a à nouveau des ventes qui se font, mais c'est vrai que pas sur le premier coup. Comment tu D'ailleurs, ce truc, comment tu as une explication pour cette espèce de gap de 48 heures ou ces moments où t'as des ça vend très vite et puis ça s'arrête et ça repart? Oui, OK. c'est que en fait, ça fait une espèce. Alors je sais pas si les auditeurs qui auront la vidéo verront, mais ça fait une courbe, un pic au démarrage, après c'est un ventre mou, et puis le gros de tes ventes vers la fin. OK. Et ça, c'est assez standard, hein. Et ça, c'est quand tu vends sur des périodes ouvert fermé. Si tu n'es pas en evergreen, en vente continue, mais tu Ah as oui, une d'accord. période où tu dis, voilà, de temps à temps, en général, une semaine ou deux, OK. c'est ouvert, les ventes sont ouvertes, tu vas avoir ce genre de choses. Bah, le pic initial, il va être généré par les gens qui attendent ton produit. Donc ça va dépendre de est-ce que tu as été bon pour chauffer un peu ton audience et leur donner envie de venir? Est-ce que tu as fait du teasing? Si oui, tu vas avoir ceux qui sont capables de prendre la décision plus vite qui vont démarrer. Après, tu as une espèce de ventre mou de tous les gens qui se disent, ah, le produit, il est intéressant, j'y reviendrai plus tard. Et après, tu as à la fermeture, à la clôture de la période de vente, tu as tous les gens qui vont être poussés à l'action par le fait que ça ferme. Et qui vont se dire, OK, le truc m'aide à régler un problème. Est-ce que j'ai ce problème? Oui, sinon je serais pas en train d'écouter. Ça me plaît, ça me parle. Est-ce que je vais passer à l'action ou pas? Est-ce que j'y vais? Et si jamais tu mets pas cette date de fin, ils vont pas se positionner et puis ils peuvent remettre la date à À plus plus tard. tard. Ils disent toujours plus tard, bookmark et puis on verra Ouais, bien. exactement. Là, le fait de les obliger à se positionner, génère, de manière complètement contre-intuitive, hein, génère de la vente, en fait. Ouais. Non, mais c'est marrant. OK. Et donc, tu as tous les retardataires qui, eux, vont prendre leurs décisions. Là, tu joues sur des leviers psychologiques de fear of missing out. Et voilà, regarde, il se passe ça. Si tu rates l'opportunité maintenant, et c'est là que selon ton éthique, tu peux être plus ou moins putaclic, plus ou moins appuyé fort dessus, ou au contraire le dire de manière assez soft. Je pense que moi, j'ai essayé d'être assez soft en disant, voilà, cursus ferme là. Si tu veux rejoindre l'aventure, c'est maintenant. Euh, point. Point. Ouais. J'allais pas forcément beaucoup Oui, plus oui. loin dedans, quoi. OK. Et du coup, embrayons sur les retours parce que tu en as un peu parlé là déjà sur le cursus, tu m'as dit qu'un des meilleurs souvenirs, en tout cas un des moments forts, c'était les retours des gens. Alors, ce qui est très drôle, je pense que le podcast a plus changé la vie des gens que le cursus. OK. Mais j'ai eu, alors, honnêtement, je pense que c'est en dizaines, des témoignages de gens qui m'ont dit à quel point le podcast avait changé leur vie. Et d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui me l'ont pas dit, et que ça a changé leur vie, je continue à prendre les feedbacks. Ça fait On du bien. mettra ton mail ou sur LinkedIn. Ou sur LinkedIn, les gens sont faciles à trouver. Et, euh, et l'histoire, elle est souvent la même. Il y a une espèce de pattern qui se dessinait, et ça m'a tué, hein, et en même temps, j'étais super fier. Ça a été vraiment un carburant de gens qui étaient dans des boîtes, qui étaient pas bien. Et d'un coup, ils trouvent le podcast par hasard. Ils se rendent compte qu'un autre monde est possible, qu'on peut être heureux de son métier, que souvent des gens qui étaient en train de se demander si le métier était vraiment fait pour eux, OK. qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas forcément une question de métier, c'est pas leur faute, c'est peut-être plus une question de contexte, qui essayent soit de changer un petit peu le contexte, mais se rendent vite compte que ça va être compliqué, soit commencent à regarder ailleurs, trouvent une autre boîte plus propice, et là, ils sont heureux. Et vivent heureux jusqu'à la fin de leur temps, tu vois. C'est vraiment Oui, bah oui, mais c'est ça, mais c'est cette vrai espèce de parce que pattern. ouais. Et là, pour moi, la mission du podcast qui était de planter une graine et de l'arroser un petit peu pour que les gens se l'approprient, mais moi, c'était ouf. Ça m'a vraiment nourri de voir que ça pouvait avoir autant d'impact chez les gens, tu vois. Bah, je comprends, je vois très bien, enfin, je comprends très bien l'idée, et puis en plus, c'est vrai que ce que tu dis, tu vois, dans ta recherche aussi de pain point, ce truc-là est vraiment un truc qui existe, c'est-à-dire les gens qui font l'amalgame entre c'est pas le bon métier pour moi, alors qu'en fait, ils sont pas dans le bon contexte et ils ont pas vu d'autres contextes, ou alors ils ont vu que des contextes similaires parce qu'ils ont pas eu de chance, ou aussi parce qu'il y a quand même une
quantité non négligeable de boîtes qui ont pas des contextes hyper positifs pour qui les font devs. de la merde, on va le Ouais, dire. voilà, Clairement. concrètement. Et du coup, tous ces gens-là, en fait, effectivement, ils peuvent pas. Enfin, c'est difficile à moins de te dire que c'est toi le problème. Tu dis, bah, le métier n'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, finalement, le problème, c'est le contexte autour de toi. Une autre carrière est possible, d'autres valeurs. Ce métier-là est quand même très riche. Et tu peux trouver par d'autres moyens toi-même. Tu vois, tu peux chercher et essayer de te dire, attends, machin, mais c'est pas forcément facile de savoir quoi chercher. Et si tu tombes sur quelqu'un qui sent que t'es à changer de boîte, te mettre là. Parce que moi, j'ai eu la chance de changer de boîte et de me trouver dans un contexte différent et de réaliser comme ça qu'une autre carrière était possible, si tu veux. Mais ça, faut de la chance, en fait, parce que. Il y a un petit côté chance, ouais, de là où tu atterris. Si tu passes de SN en ESN, de grosse ESN en grosse ESN, tu finis par croire que le métier, c'est ça, quoi. Alors que non. C'est le gros du marché, mais c'est pas la seule vision du métier. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, moi, c'est pareil, je vois plein d'amalgames aussi. Moi, j'ai fait pas mal de temps en start-up maintenant. Et je vois plein de discours pas toujours positifs sur le monde des startups et que je comprends parce qu'il y a plein de constats aussi que je partage, tu vois, qui sont qu'il y a des startups en fait qui effectivement crament de l'argent pour cramer de l'argent, des choses comme ça. Et en fait, il y a des startups qui vivent différemment et tu évolues dans un milieu hyper humain, voilà, très 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 chouette et où tu peux t'épanouir. Et donc du coup, c'est vraiment toujours une question de contexte, de valeur des gens autour de toi, de culture et ça, si t'as pu avec ton podcast résoudre pour plein de gens ce pain point-là, je pense qu'effectivement, c'était une belle mission. Chouette. Alors, je viens de réaliser un truc, c'est que j'avais laissé... Attends, laisse-moi 2 secondes, comme tu enregistres la vidéo. T'inquiète. Je pense que la lumière sera plus sympa comme ça. Ça marche. Eh ben, super transition. Tu m'as teasé sur développeur en 2039. Est-ce que tu peux me dire ce que c'était exactement? Et puis on embraye un petit peu dessus parce que tu m'as quand même dit que c'était une de tes fiertés. C'était un des temps marquants, une certaine fierté et surtout un temps marquant. C'était à ce moment-là, je suis moi-même en pleine réflexion, pas mal atteint de solastalgie. Donc c'est cette espèce de dépression qui touche les gens, qui prennent conscience de l'état du monde et qu'on va dans un mur. Ok. Et qui se demandent quel avenir on va laisser à nos enfants et qui prennent conscience que l'avenir. Solastalgie. Solastalgie. Okay. Okay. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est celui que j'ai retenu. Ils ont mis un nom sur cette forme de mal-être, en fait. Ok. Ok, parce que moi je connais, je me suis dit s'il y a un terme, mais tu sais cette espèce de syndrome qu'ont tous les gens qui découvrent tout d'un coup la crise écologique en fait. Je sais pas, il y a peut-être un autre nom. Il y a il me revient pas là, mais il y a un nom pour ça aussi, et mais ça rejoint ce que tu es en train de dire, je pense. Quand tu prends conscience simplement quand tu regardes les rapports du GIEC, que tu lis un peu entre les lignes, que tu t'intéresses au sujet, que tu regardes la trajectoire du monde. Alors, il n'y a rien qui est écrit et c'est pas du tout scientifique à 200%, quoique il y a quand même pas mal de choses. Il y a parfois un peu d'extrapolation, mais il y a de quoi déprimer. Et cette espèce d'état dépressif dû aux conditions écologiques, ça porte un nom. Et moi, j'étais un peu là-dedans, j'étais en plein questionnement sur, à titre perso, le monde que j'allais laisser notamment à ma petite dernière qui venait d'arriver. Et parce que j'avais pris conscience depuis avant sa naissance de tout ça. Là où pour les 4 premiers, je m'étais pas posé de questions. Mais pour la dernière, ça a été un vrai sujet, en fait. Est-ce que je fais un enfant en étant conscient de l'état du monde dans lequel il va grandir, quoi. Et j'avais voulu faire quelque chose qui prévienne un petit peu mes congénères, mes confrères, qui les interroge, en fait, sur notre métier, sur ce qu'on fait. Et puis à ce moment-là, l'IA a pointé le bout de son nez. Et je m'étais dit, tiens, j'ai envie de faire un documentaire, tu vois, je me challengeais un peu sur les différents formats. J'avais fait le truc solo, j'avais fait des interviews un petit peu plus longues, et j'avais vraiment envie d'essayer un documentaire. Ouais, documentaire fiction même. Et d'y aller un peu plus loin. Et je vois un docu à la télé, et je vois qu'ils y intègrent des petites scènes de fiction. Je me dis, mais comment je fais ça? J'ai envie d'un truc comme ça. Donc tu vois, tout ça se cristallise à un moment. Et donne développeur en 2039, où on est en 2019, et je dis, à quoi peut ressembler le métier dans 20 ans? J'ai envie de faire un petit exercice de prospective. Okay. Là-dedans, donc, je fais une série de 20 interviews, et
Et je me dis, à la fin de chaque épisode, j'ai envie d'une petite fiction qui projette l'auditeur dans un univers. Et en fait, la fiction va prendre le pas sur le contenu. C'est-à-dire que ce contenu, d'ailleurs, j'ai des gens qui me diront après, je t'avoue un truc, les épisodes, je les attendais et j'attendais surtout la fin, en fait. Et ça a été un travail de dingue, en fait, parce que quand tu fais un docu comme ça, moi, d'abord, c'est pas mon métier, donc j'y vais un peu à tâtons, je fais un peu au feeling. Et là, il y a tout un exercice où ce que j'ai voulu faire, c'était capter de la matière, la monter, la faire monter, et après mettre de l'enrobage, créer une trame autour de tout ça, pour qu'il y ait une continuité un petit peu dans ce fil d'interview, pas que tu te retrouves avec un truc comme un cheveu sur la soupe, et en même temps combiner tout ça avec cette espèce de cette fiction que je faisais, et qui était tramée et qui avait une continuité sur les 20 épisodes elle aussi. Donc les deux qui s'en mêlaient comme ça pour nous amener doucement vers sur cette série là. Ouais. Ça a été un boulot de dingue et sur la partie fiction, c'est là que je découvre les films audio en fait. Et t'as ces trucs où tu es vraiment complètement immergé. Je kiffe pas mal à ce moment, je découvre ça, je kiffe pas mal. Et on fait ça avec donc heureusement, impossible à faire ça tout seul. Je travaille avec Gilles qui est un ingé son incroyable, qui en plus lui s'éclate sur ce truc-là, sur ces trucs-là. Et tu vois, j'apprends plein de trucs. Enfin voilà, c'est passionnant et je pose quelque chose qui est dont je suis assez fier dans le résultat et qui est intriguant parce que à réécouter, mais à ce moment-là, c'est les balbutiements du truc et tout ce qu'on voyait arriver est arrivé plus vite, plus fort quoi. Sur quoi du coup? Sur l'IA? Sur l'IA, ouais, sur l'IA. Ouais, sur l'IA. Parce que je me rappelle, j'ai réécouté je crois que c'est le premier épisode où tu fais dialoguer une IA en fait. C'est ce truc-là et qui est à la fois hyper drôle et en fait à la fois, effectivement au vu d'aujourd'hui n'est plus si impressionnant en fait. C'est même de quoi tu me parles en fait, tu vois aujourd'hui, ça n'a strictement rien d'interpellant, de choquant, d'excitant, c'est devenu banal en fait. Et à l'époque, c'était juste pas possible. Enfin, ça, c'est complètement. C'est complètement faux, c'est fake quoi, complètement. Tu vois, c'est moi qui écris tous les disques, c'est moi qui tout écrit. Le seul truc vrai, c'est que j'ai utilisé un truc de synthèse vocale parce qu'à l'époque, c'était le summum de l'IA, c'était de la synthèse vocale, tu vois. Oui, mais en vrai, je pense que la différence aujourd'hui, c'est que peut-être au niveau vocal, ton IA serait indiscernable de l'humain quasiment, tu vois, au niveau intonation et tout. Alors que là, on se rend bien compte que c'est une synthèse vocale, c'est une IA. Mais je trouve que ton IA, elle a quand même une personnalité. Je sais pas si on arrive à la faire aujourd'hui déjà, tu vois, parce que elle a un côté cynique en plus qui est très sympathique. Moi, je trouvais ça hyper marrant, tu vois, sur sa vision de l'humanité et tout. Et en même temps, sur sa vision, elle a du recul aussi sur ce qu'elle est elle-même. Enfin, bref, moi, j'avais trouvé ça hyper drôle, cet épisode. Mais ça, c'est ça ce que je trouve intéressant avec les IA qui ont émergé, c'est qu'il faut être conscient que c'est un pur choix. Oui. C'est un pur choix de leur créateur d'être très smooth, gentil. Et je sais pas si je dis pas une connerie, mais je crois que Elon avait fait une expérience là-dedans de faire une IA what the fuck. Alors je sais pas comment ils font. Ça m'intéresserait un jour de découvrir ça. Mais c'est très clair que c'est évident que c'est contrôlé. Oui, il y a quand même Ils font exprès de faire des IA bienveillantes. Ouais, tout à fait. On peut même s'interroger sur qui définit cette bienveillance. C'est quoi être bienveillant? Ça veut dire quoi sortir des clous? C'est toujours aussi toutes les questions qu'on a eues pendant un moment sur la diversité notamment. Tu vois, ça c'est hyper compliqué parce que chacun a sa vision du sujet et puis du coup, bref, Tiens, je serais curieux de voir ce que ça donne si Trump rachetait au ChatGPT, tu vois. C'est clair, c'est clair. Compliqué. Et sur la fiction, du coup, parce que la question que j'avais, c'est que la fiction, donc du coup, il y a vraiment t'as écrit une histoire en fait, t'as vraiment écrit une histoire, donc c'est vraiment comme tu dis, un film audio. Hein, donc je trouve ça très cool parce que moi effectivement je trouve que les films audio ont ceci de entre guillemets supérieur n'est pas le bon terme, mais de différent du film que tu ne vois pas. Et donc tout ce qu'on peut faire avec le son plus l'imaginaire de l'auditeur est très très fort. Tu vois, j'avais écouté une série de Canal en audio comme ça où
ça se passait, c'est des plongeurs, tu vois, et donc ils peuvent pas trop parler, ça se passe sous l'eau, tu sais pas ce qui se passe, et t'imagines des trucs, ça fait hyper peur, quoi, tu vois. Et je me demandais sur la série, est-ce que t'as pas eu envie d'en faire d'autres, de continuer à faire ça? Ah si, j'ai eu clairement envie. J'avais d'ailleurs la suite en tête. Ok. Mais ça, là, on revient sur des questions de temps, en fait. De temps, de rationnel économique. Même si cette première impulsion, je l'avais faite hors tout rationnel économique. Une fois que j'étais conscient de la quantité de travail que c'était, bah déjà, j'avais envie de faire les choses un petit peu mieux. J'avais envie plutôt de construire une équipe. Et puis, ça demandait beaucoup d'énergie, en fait. Et j'ai plus tellement trouvé le temps. L'envie, elle y était, mais le rationnel, il y était pas, en fait. J'avais pas cette espèce d'impulsion que j'ai vue la première fois. On en revient à cette idée de, tu vois, si tu veux que ton business soit viable, si tu veux pouvoir porter des projets, à un moment, il faut qu'il y ait du retour financier, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Tu peux pas, enfin, ouais, c'est là, entre guillemets, les limites des fois de la passion, c'est que si tu n'as rien pour te soutenir, à un moment, tu peux pas foncer dans ta direction si elle est pas rentable, en fait. Il y a quand même ça aussi. Tu vois, tout ça, ça avait quand même coûté quelques milliers d'euros. Ouais. Donc, c'est pas non plus un investissement non, mais c'est le temps gigantesque. aussi. C'est mais pas entre le temps, enfin, moi, je suis sorti de là rincé, épuisé. Ouais. Il m'a fallu 3 mois pour que j'ai envie de revenir au micro. Ouais. C'était dingue et c'était épuisant. Ouais, je comprends. Mais après, oui, parce qu'en fait, je sais pas si, tu vois, les gens qui n'ont jamais fait ce travail-là se rendront compte à quel point il y a du travail, mais en fait, le simple travail d'écriture de ton scénario, des dialogues, etc., est quand même titanesque, en vrai, tu vois, de trouver la trame, l'intrigue, etc., de te décider quel dialogue tu vas faire à quel moment. Et en plus, toi, t'as fait avec des acteurs, entre guillemets, tu as des dialogues avec d'autres personnes, tu vois, il y a vraiment tout ce truc-là, effectivement, tu dis, il y a un ingé son, il y a des bruitages, je me rappelle de voitures, enfin, bref, la qualité est quand même folle. Et donc, je pense que, voilà, si quelqu'un écoute après cet épisode-là, ta série, ta fiction, j'espère, voilà, qu'ils se rendront compte de tout ce qu'il y a derrière, parce qu'on se rend pas compte, en fait, quand on sait pas ce que ça représente. Non, mais clairement pas. Tu vois, le son, par exemple, j'avais pas réalisé à quel point il était important dans les effets, mais au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que le son ne doit pas forcément être le reflet de la réalité. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais. Il faut que ce soit un son qui soit évocateur pour quelqu'un. C'est ça, ouais. Et ça m'a beaucoup fait rire. J'ai vu un film il y a 2 jours où le gars prend un fusil juxtaposé dans une scène. C'est un film comique. Okay. Et le mec, il y a le prétendant qui vient demander la main de sa fille. Et il va nettoyer le fusil pour faire comprendre au prétendant qu'il n'est pas bienvenu. Et c'est très drôle parce que cette scène, c'est un fusil juxtaposé. Au moment où il le prend, tu entends le crac-crac symptomatique des armes que tu viens charger à culasse. Que ce soit un fusil à pompe, soit une culasse peut-être d'armes de poing. Et à ce moment-là, moi, ça m'a fait tilt parce que je connais un petit peu le bruit des armes et je vois ce truc-là et ça me revient en tête de me dire. D'un coup, je me dis mais pourquoi il y a ce son? Ça n'a aucun lien avec l'arme qu'il est en train de manipuler. C'est pas du tout ce bruit-là. Oui, c'est pas du tout ce bruit-là. Ouais. Oui, mais pour l'auditeur, c'est un bruit d'arme. Donc il est en train de charger l'arme. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est très marrant parce que du coup, en plus, les sons il y a quand même une bibliothèque de sons prédéfinie. Moi, je pense à la porte de Counter-Strike, en fait. Tu vois, cette porte-là, je l'ai entendue dans des films, je l'ai entendue à plein d'endroits. Et je me dis, attends, pourquoi c'est le son de la porte de Counter-Strike? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, mais tu prends l'exemple de la porte, mais c'est très drôle parce que un des trucs sur lesquels on s'est pris la tête avec l'ingé son, c'est une porte. Ok. Dans un des épisodes, tiens, un tueur à gages qui vient essayer de tuer l'acteur principal. Et donc, il y a une porte qui s'ouvre, une porte de son appartement. Et moi, je voulais une porte futuriste. Oui, d'accord. Je voulais une porte avec un sas, tu vois, qui fasse un espèce de... Oui. Un peu comme ça, là. Impossible de trouver un son qui match et qui fasse comprendre. Les ingé son, ils me disaient, mais c'est impossible, ces portes n'existent pas. Donc, l'auditeur ne peut pas comprendre. Et au final, on finit avec une pauvre porte en bois. Mais ça marche. Mais ça marche, et les gens se posent pas la question. Et tu comprends qu'il est en train d'ouvrir une porte. Ouais, non, mais
hyper intéressant ce truc, Benoît. Je trouve ça, enfin, c'est marrant de discuter ça. J'ai jamais discuté de ces trucs-là, mais je trouve ça hyper. Et donc les auditeurs qui veulent, à la fin, j'ai tellement kiffé la série que j'ai compilé les épisodes. Enfin d'ailleurs c'est Gilles qui l'a fait. Il a compilé les épisodes et tu peux écouter tous les épisodes d'entrée dans ce que j'ai appelé la fiction. Donc si tu cherches la fiction développeur en 2039. Qui dure quoi, 25-30 minutes? Non, 45 minutes quand même. Hein, 40 minutes. 45 minutes. Ouais, ben, gros travail, quoi. Trop cool. Je comprends que ça soit un truc marquant de cet épisode. C'était très cool, ça. En tout cas, si tu refais, j'écouterai avec grand plaisir. Si jamais. Alors, Benoît, donc on a pas mal parlé de l'artisan développeur et de ce passage-là, mais à un moment, moi, je t'ai écouté aussi quand tu partais dans le Web 3. Avec artisan développeur, en tout cas, tu parlais de ce passage-là. Et moi, je suis intéressé de revenir avec toi de pourquoi t'es allé dans le Web3 et qu'est-ce que t'as fait et qu'est-ce que t'en as retiré. Oh, ben là, à ce moment-là, c'est un moment où je me pose où est-ce qu'on en est? On en est à un moment où j'arrête le SN avec mes copains de SN. On se rend compte qu'on en a un peu tous marre de ce modèle-là et on a envie d'autre chose. Et on arrête. Et donc, il faut que je fasse autre chose. Et à ce moment-là, la blockchain commence à émerger. Il y a deux grosses tendances qui émergent, la blockchain et l'IA. Et je me dis, tiens, j'avais toujours eu envie de faire du minage, ça me plaît, ça m'amuse. Je vais rentrer par cette porte-là. Et j'ai envie d'aller explorer un peu cette histoire de blockchain-là. Et je fais un peu de minage. C'est en pleine période, juste avant la grosse dernière bulle. Okay. Et assez vite, je découvre cette espèce de couche qu'on appelle les smart contracts, où en fait on peut exécuter du code sur des ordinateurs qui sont distribués dans le monde entier de manière complètement sécurisée. Et là, ça m'intrigue, ça me titille. Je me dis tiens, c'est intéressant. Je fais un petit tuto. Et le moment où mon cerveau vrille et bascule complètement, c'est le moment où je me dis tiens, j'ai fait une nouvelle version de mon smart contract. Ouais. Comment je mets à jour Et là, je cherche sur Google. Google est mon ami. C'était avant ChatGPT. Ouais. Et Google me dit mais non mon ami, une fois que le smart contract est déployé, c'est immutable, il ne peut plus être modifié. Et là mon cerveau c'est quoi? Donc il faut imaginer l'impact que ça peut avoir. Imagine que tu fais ton app web et puis une fois qu'elle est publiée, tu peux plus jamais la modifier, tu vois. Et là d'un coup je me dis mais ça doit être incroyable. Tous les paradigmes que j'avais de fabrication de logiciels étaient d'un coup invalidés. Ce qui est important, c'est pas tellement de pas faire d'erreur, c'est surtout qu'il n'y ait pas d'erreur dont tu ne puisses pas revenir en arrière. C'est surtout quelle est la vitesse à laquelle tu peux modifier, rectifier ton erreur. Tu vois, tous ces paradigmes-là étaient complètement bouleversés. Et puis alors là, je vais te dire que pour le coup, t'avais pas besoin d'argumenter beaucoup pour expliquer qu'il allait falloir faire des tests. Ouais. Quand ton smart contract manipulait potentiellement quelques millions de dollars, les gens s'attendent à ce qu'ils détestent, surtout quand ils savent que tu pourras pas le modifier. Alors, en fait, avec des techniques, tu peux, mais de base, tu peux pas. Et puis de toute façon, quand tu peux, la communauté, c'est pas forcément très bien accueilli parce que non seulement c'est pas dans l'esprit, mais en plus, ça veut dire que tu as la main sur les actifs que tu mets derrière. Et donc, dans la logique de décentralisation, c'est encore une fois, les communautés qui se construisent, elles aiment bien que les fondateurs aient pas trop de pouvoir. Et donc, je découvre ça me fait vriller le cerveau. Je me dis tiens, j'ai envie de creuser ça. Techniquement, ça me challengeait beaucoup. Ouais. Et puis alors, je veux dire, les cours de cryptographie, c'était l'un des rares cours auxquels j'allais à la fac, à l'école d'ingénieur. Et je retrouvais ça parce que dans la crypto, tu as beaucoup de cryptographie justement. Et j'ai adoré ça. Je me suis jeté là-dedans et pendant un petit 3 ans. Donc, j'écrivais des smart contracts pour des clients. Ok. Il y a un moment où quand tu deviens bon, tu peux commencer à auditer des contrats. J'ai commencé à faire ça. Ça me plaisait. Visiblement, j'avais un certain talent pour ces trucs-là. Ok. Et concrètement, ça veut dire quoi, du coup, auditer des smart contracts? Ça veut dire que tu cherches les failles qui peuvent permettre de détourner le contrat. Et en général, ce que tu vas chercher à faire, c'est détourner, trouver un moyen de faire que tu extrais de la valeur de tout ça. Tu récupères de l'argent dans le contrat. Ouais, c'est voler de manière plus ou moins directe
des ressources, et comme les contrats manipulent vite, en fait, c'est pas qu'ils manipulent tant de l'argent, ils manipulent des actifs qui ont une valeur liquide. Ouais. Donc ça veut dire que si tu les récupères d'une manière ou d'une autre, tu les vends ensuite, et là, tu peux les transformer en fiat, c'est-à-dire en monnaie fiduciaire. Et ce qui est marrant avec ça, juste là-dessus, c'est que tu disais, donc déjà, on a des tests, c'est obligatoire, mais en fait, là, l'audit de contrat, finalement, c'est un petit peu ce qu'on appelle dans le monde du web des tests d'intrusion. Ouais, c'est le pendant, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et donc, mais des tests d'intrusion, je veux dire, aucune boîte, très peu de boîtes en font déjà sur leur prod régulièrement. Très peu de boîtes en font. Enfin, je sais pas s'il y a des boîtes web qui en font sur leur code. Si, il doit y en avoir, mais avant qu'il aille en prod. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, avant que ton code aille en prod, tu fais déjà des tests d'intrusion parce que ouais, mais carrément, bien sûr. Tu peux pas le modifier. Donc, si quelqu'un s'en aperçoit et que tu peux rien faire. Okay. Alors depuis, il y a quand même pas mal de techniques qui ont évolué, parce que en fait, si tu veux, le smart contract, c'est une unité atomique de code qui est assez limitée en taille. Bon, tu peux déjà faire beaucoup de choses dans la blockchain, mais à un moment donné, sur des gros projets, sur des gros protocoles, tu vas être limité et tu vas donc commencer à fragmenter. Et donc là, vient se poser des questions de design, non plus de contrat, mais de protocole entier. Et en général, dans les protocoles, ils prévoient la possibilité de basculer d'une version à une autre. De faire pointer, t'as une espèce de gateway par-dessus et tu pointes et tu vas venir pointer. Donc, il y a ce genre de technique en termes de design un petit peu plus globaux Ok. C'est intéressant, ça. Mais qui sont venus au fil du temps et en apprenant par l'erreur, parce que je pense que c'est une communauté qui a été d'une grande naïveté et qui a dû penser qu'il y aurait pas de bugs ou, oui. Et t'as eu des bugs assez sensationnels, ou, enfin, j'ai vu parfois des changements. Le truc le plus fou que j'ai vu, c'est un octet changé. Ok. Un signe égal, je sais plus dans quel sens c'était, mais un signe égal qui est devenu égal, un signe inférieur qui est devenu inférieur ou égal. Ouais. Il y a eu un hack en dizaines de millions sur ça. Ok. Mais c'est pas celui la DAO là, c'est pas celui-là? Non, c'est pas l'initial, ça. Celui de la DAO, ça a été le premier hack, là où la communauté s'est rendu compte que, bah ouais, en fait, un bug, ça existait, et que si on dit que le code c'est la loi, du code buggé c'est de la loi buggée, on fait quoi, les gars? Mais c'est comme les trucs, des trucs où tu peux faire des montages fiscaux pas possibles, en fait, au final, c'est pareil, c'est de la loi un peu buggée, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Ok. Et du coup, t'as arrêté, tu fais plus du Web3? Non, il y a eu ce moment où il a fallu que je prenne des décisions assez drastiques sur qu'est-ce que je continue ou pas. Okay. Et ça, c'est passé à la trappe. Qu'est-ce qui fait que c'est passé à la trappe? Deux choses. Moi, d'un point de vue personnel, je déchantais un petit peu de la promesse philosophique de la blockchain qui était de tout décentraliser. Je me rendais compte qu'il y avait quand même encore de gros pouvoirs centraux, et que cette promesse elle était quand même pas tout à fait, enfin, elle était quand même dure à réaliser et que ça allait mettre du temps. Je voyais bien que dans les cas d'application, on avait du mal à percer au-delà au-delà des trucs délire qui sont très drôles du reste, mais qui restent des trucs délire, et du côté financier, en fait, du côté fiat. Enfin, pardon, monétaire, pas fiat. Et puis je voyais aussi que tout ça était quand même très là où la promesse à la base c'était d'être décorrélé de la finance et des gros systèmes financiers, était quand même extrêmement corrélé à tout ça, parce que les gros investisseurs, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Donc tout ça, d'un point de vue philosophique, on va dire, m'avait un petit peu refroidi. Et d'un point de vue marché, je me retrouvais en pleine crevaison de la bulle, on va dire. Et autant te dire que là, trouver des leads était devenu beaucoup plus difficile. Et en tout cas, le type de mission n'était plus le même. Là où avant, il y avait beaucoup de gens qui voulaient se lancer, qui partaient à l'aventure et qui avaient besoin de quelqu'un de compétent pour bootstrapper leur projet, poser les contrats et voir si le truc survivait, voir un peu comment ça allait avancer. Okay. On passait sur des jobs finalement assez classiques, et où la blockchain ne prenait plus qu'une toute petite partie du travail. Okay. Oui, c'est tout le web autour, parce que souvent, c'est ça, t'as une partie en fait, c'est ça, en fait. Quand on dit développeur Web3, ça veut dire tu fais 95% de Web2 et puis 5% de Web3 quand tu en fais, quoi. Okay. Oui, sauf si tu es vraiment expert là-dedans et que tu es embauché par les gros protocoles, où là, les mecs, tu passes ta journée à faire du Solidity et à lire du Solidity. Et donc le Solidity, c'est le langage pour cette couche d'exécution. Enfin, c'est le langage qui permet d'écrire des smart contracts. Un des langages qui le permet.
En tout cas, le principal, on va dire. Et mais il y avait très peu de jobs en fait. Ok. Très peu de jobs. Ouais, donc le marché est devenu compliqué. Mais après, est-ce que toi, t'avais quand même envie de continuer à coder en Solidity? Je veux dire, ça t'éclatait encore à ce moment-là? À ce moment-là, je te dis, j'avais d'autres priorités Ouais, beaucoup ouais. plus personnelles. C'était plus trop le sujet. Aujourd'hui, si j'avais des opportunités intéressantes, why not? Ok. Mais encore une fois, je te dis, c'est des métiers, faire ça que de ça toute la journée, Ouais. c'est particulier, c'est rare. Ok. Et il y en a déjà pas beaucoup. En général, il y a des exigences aussi d'être branché sur tout ce qui est Web 2. Donc ça, c'est pas forcément ce qui va me driver aujourd'hui. Tu vois, Ok. faire du front et du JS, c'est pas forcément ça. Ok. Et donc après le Web3, maintenant j'ai eu en plus du cercle aujourd'hui, j'ai vu sur LinkedIn que tu es manager de transition. Oui, parce que le cercle, c'est une des contraintes que j'avais posées très tôt, c'était dire je veux pas que ça me prenne plus d'un jour par semaine. D'accord, ça te prend qu'un jour par semaine, ok. Alors ça dépend des semaines, Ouais. mais Oui, mais en moyenne quoi. Ok. en moyenne, c'est un jour par semaine. Et ça, c'est un truc que Pierre a bien kiffé aussi, ce qui nous permet à tous les deux d'avoir une vie professionnelle en dehors de ça. J'avais vraiment pas envie de faire que ça. Ok. Et finalement, c'est de cette contrainte naît beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées. Ça oblige à aller vite, ça oblige à prendre des raccourcis, ça oblige à faire et à expérimenter de manière beaucoup plus rapide que si on avait tout le temps, enfin, tu vois, si on avait une semaine complète. Ouais, ouais. Et donc, il faut bien faire autre chose et gagner sa vie à côté, parce que je suis toujours pas millionnaire. Et donc, j'ai évolué Même avec doucement. le passage dans le Web3, ça c'est. Ouais, même, c'était une des promesses aussi, mais alors Bah ouais, ouais. j'en connais Ouais. qui sont devenus millionnaires avec ça. Ok. Parce qu'ils étaient Et là tôt ou? parce qu'ils étaient là au bon moment. Notamment un gars qui avait collecté plus d'une centaine d'Ethers sur un projet. Il avait fait ça à la one again, mais il était au bon moment avec les bonnes personnes. Moi, je suis rentré dans le game 1 à 2 mois trop tard. Ah ouais, ah, ça se joue à pas grand Ah, ça se chose. jouait à pas grand-chose. La période fast, elle a été genre de septembre à novembre, un truc comme ça, quoi. N'importe quoi qui se lançait là-dedans explosait. Ouais, ouais, oui. Oui, C'était et pas forcément de manière pérenne, mais Ah non. Ah non, non, excuse-moi. Pas ça a pérenne. explosé dans tous les sens du Ça terme en dépend pour fait. qui. Mais Ouais. alors, j'en connais qui sont devenus millionnaires et qui ont perdu aussi 80% du truc aussi sec que ce qu'ils les ont gagnés. Ouais, ok. Oui, ce qui est pas du coup très très efficace, ouais. Ok. Ok, ouais, donc on disait, pardon, manager de transition. Et donc, ouais, il y a 1 an de ça, j'avais réglé les trucs perso que j'avais à régler. Il a fallu que je me relance et que je trouve c'est quoi la suite de mon avenir professionnel. Ouais. Et je découvre, je sais plus comment je découvre ça, mais en discutant avec des gens, en faisant des interviews, en parlant avec des gens, je découvre ce métier qui est ce métier de manager transition où tu viens aider une boîte sur une durée assez limitée. Et là, moi, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, c'est cool, ça me plaît, ce côté limité dans le temps, ce côté où tu viens pour résoudre un problème particulier sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, pas plus. Ça m'a parlé. Je m'étais dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Et donc, j'ai essayé, j'ai fait savoir ça par le réseau, j'ai fait un peu de réseau. J'ai fait une première mission et ça m'a bien plu. C'est-à-dire que ça correspond j'ai trouvé que ça correspondait assez bien à ma manière de fonctionner. Ça m'a bien plu, voilà. C'est quoi? Tu peux me donner des exemples de missions un peu? Les 3 grands types de missions, ça va être situation de crise. Ça, c'est le premier type. Il y a le feu sur une mission. En général, tu as une prod en carafe, tu as une équipe qui est en train de partir à la dérive. Ok. Et il faut venir régler le problème. S'il y a des choses qui vont être plus du day-to-day, gérer l'absence d'un manager, l'absence, tu vois, le cas typique, le congé maternité, tu vois. Ça s'anticipe, ça se planifie, et puis voilà. Et puis le troisième cas, je l'ai oublié, mais on doit être dans une espèce de mix des deux. Moi, pour l'instant, les deux cas que j'ai connus, c'est ceux-là. C'est la première mission, ça a été typique d'une mission de crise. Et là, je suis en train là, il se trouve que là, aujourd'hui, en ce moment, j'ai 2 fers au feu sur des leads. Une qui est une mission de crise et un autre, c'est un manager qui est parti, mais sans que ce soit plus le problème que ça. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui gère le quotidien,
le temps de trouver un autre manager, de se poser des questions, de comment est-ce qu'on réorganise un peu l'équipe, tout ça. On se donne quelques mois. Et là, on fait appel à quelqu'un de tiers qui vient aider l'équipe à avancer pendant ce temps. Et j'imagine qu'en fonction des missions, tu as plus ou moins carte blanche. C'est-à-dire que des fois, tu dois gérer comme avant et des fois, tu viens pour proposer des nouvelles façons de fonctionner, c'est ça? Quand tu es en situation de crise, on va plutôt attendre de toi des solutions. Ouais. Quand là, la mission telle qu'elle se présente sur du management day-to-day a l'air d'être plus cadrée par les, on va dire, par l'existant en cherchant des améliorations quand même. Et est-ce que tu as des missions, du coup, parce que je pensais qu'il y avait un lien plus fort avec ce que tu faisais avant, c'est-à-dire des missions où finalement tu viens, parce que quand tu résous la situation de crise, il y a des problèmes purement techniques, il y a aussi des problèmes, du coup, des fois d'excellence technique et de comment on travaille en termes d'équipe technique. Est-ce que tu interviens là-dessus aussi ou est-ce que tu as envie d'intervenir là-dessus? Est-ce que c'était un des objectifs? Ça dépend des objectifs de la boîte. Là, en l'occurrence, ça en faisait pas forcément directement partie. Il y en avait. Il y avait ce genre de sujet sur la table, mais après, c'est à voir aussi comment ça se passe avec les équipes. Et les situations de crise, c'est très enrichissant. Ouais, tu peux me raconter ou pas? Alors pas tout, parce que c'est quand même, il y a pas mal de choses qui sont confidentielles, mais c'est extrêmement exigeant et j'ai beaucoup appris, tu vois. Dans cette expérience-là, j'ai appris beaucoup sur moi, sur ma manière de réagir. Et c'était pas toujours agréable, clairement. C'est pas facile. Les situations de crise, j'ai pas trouvé ça. Mais parce que souvent, tu as une crise technique, et une crise technique qui n'est pas résolue par les personnes en place cache des fois une crise un peu plus profonde, humaine, en fait, c'est ça? Mais il y a aucune crise technique qui soit pas humaine quelque part. Ouais, ok. Donc bien sûr qu'il y a de l'humain en premier lieu, voilà, c'était très riche dans toute l'étendue de ce qui est possible, de ce qui est aussi pas possible. Enfin, c'est. Ok. Écoute, pour l'instant, j'ai envie de rempiler, donc. C'est que c'était quand même enrichissant. C'était globalement positif. Ok. Ok, Benoît, écoute, on arrive un peu au bout. Je vais te poser une question, même si t'as déjà un peu répondu, je pense. C'est quoi un peu l'avenir pour toi, là, les next steps? Écoute, un de mes projets l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, c'est de mettre en quête d'un éditeur. J'ai envie de racheter un éditeur. Okay. Donc, si un des éditeurs un des auditeurs du podcast connaît quelqu'un qui est susceptible de vendre un éditeur logiciel, ça m'intéresse. Là, vraiment. N'importe quelle typologie? Déjà, un éditeur, c'est déjà un critère qui filtre pas mal, tu vois. Après, je suis très ouvert sur le métier. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Alors, je me dis soit le faire seul, soit le faire avec des gens qui. Enfin, voilà, l'envie reste ouverte, le projet reste ouvert. Parce que racheter des boîtes, c'est pas forcément quelque chose que tu fais seul. Il vaut mieux me mettre en équipe pour le faire. Donc ça, c'est un des projets que j'ai, tu vois, qui vient plutôt nourrir mon côté entrepreneurial. Mais je suis quand même toujours amoureux de la tech et j'ai envie que ce soit dans cet écosystème-là. Okay. Et en attendant que je trouve la perle rare, je vais continuer à développer le cercle et puis à voir si j'arrive à continuer dans ce métier de manager de transition. Ça me plaît bien, donc on va voir. Ok, écoute, trop bien. J'étais très content de t'avoir. J'étais très content d'échanger avec toi, Benoît. C'était très chouette. J'espère que les gens seront contents de t'entendre à nouveau sous un format podcast. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Le mot de la fin? Ouais. Faites quelque chose. Faites un truc. Et vous verrez. Mais pas forcément bien. Faites-le juste. Ouais, juste fais-le, quoi. Ok. Comme dirait Nike. Ok, écoute, Benoît, encore merci beaucoup pour ton temps. Très chouette d'échanger. Et puis je te dis à bientôt. Merci Mathieu. Salut. Salut Benoît. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli.
Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.